Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec un plaisir sincère que j'introduis cette conférence organisée en partenariat avec l'IRIS et la mutuelle Unéo. S'il s'agit de la 5e conférence d'un cycle ouvert en 2020, c'est une première pour moi. Pour ceux que je n'ai pas eu encore l'occasion de croiser, je suis la médecin générale inspectrice, il faut féminiser un petit peu tout, Eliane Garabé, et j'ai été nommée première vice-présidente d'Unéo en mars 2021. Avant cela, j'ai servi au sein du service de santé des armées pendant près de 40 ans et j'étais encore, il y a à peine un an, directrice du centre de transfusion sanguine des armées. Avant de donner la parole à nos intervenants, je veux vraiment vous remercier tous ce soir pour votre présence et je renouvelle mes remerciements à l'IRIS pour sa confiance et sa fidélité. Après 4 conférences organisées ensemble, nous poursuivons le projet que nous espérons ambitieux d'animer une réflexion sur le lien armée-nation et la place du militaire dans la société. Ce soir, nous avons choisi de débattre du lien qui existe entre les jeunes générations et les forces armées. Avec l'IRIS, c'est un projet qui nous anime conjointement. En effet, l'IRIS a la particularité d'être le seul think tank français à regrouper un centre de recherche et un lieu d'enseignement via son école IRIS Sup, qui propose notamment un cursus spécialisé en défense-sécurité. Et de son côté, la mutuelle Unéo est aussi investie auprès de la jeunesse et entretient des liens particuliers avec la direction du service national et de la jeunesse via la commission armée-jeunesse ou avec des acteurs associatifs comme les jeunes IHEDN. Et je remercie tous les deux pour leur présence ce soir avec nous. À ce titre, je note aussi que nous étions tous présents, la DSNG, les jeunes IHEDN, l'IRIS, Unéo et le monde de la recherche, lors de la 2e édition de la Fabrique Défense, qui est un concept innovant adressé à la jeunesse, initié il y a 2 ans. Ce type d'initiative est d'ailleurs un exemple marquant de l'importance accordée à la jeunesse par le ministère des Armées. En effet, dans le contexte actuel, les enjeux du lien armée-jeunesse relèvent d'une importance cruciale pour notre outil de défense, notamment en termes de recrutement. La direction des ressources humaines du ministère des Armées a ainsi lancé un observatoire à la génération Z, confié à l'INSERM, pour mieux connaître les jeunes qui formeront le vivier de recrutement. Les résultats de l'observatoire, qui ont été publiés en fin 2021, indiquent que les jeunes de la génération Z ont une perception positive de l'institution et de son rôle. Toutefois, l'étude montre aussi que ces jeunes ne portent pas pour autant d'intérêt particulier aux questions militaires et même s'y intéressent assez peu. Il y a donc un travail de diffusion de l'esprit de défense à faire. La cohésion nationale. La cohésion nationale, c'est un sujet complexe. Et comme nous l'avons constaté, notamment à travers de nombreux débats autour des élections présidentielles, et ce sujet ne manquera sûrement pas d'être à nouveau questionné lors des législatives. Le lien armée-jeunesse représente aussi, à ne pas en douter, un levier de la cohésion nationale autour des valeurs portées par les armées. Dans cet esprit, et afin de multiplier les mouvements de rencontres entre les armées et les jeunes et leur donner une cohérence, le ministère des Armées a lancé le plan Ambition Armée-Jeunesse qui a fêté son premier anniversaire en mars dernier. Ce plan est piloté par la direction du service national et de la jeunesse. Je ne vais pas le détailler car le général Manouine, qui est ici, qui en est le directeur, le fera bien mieux que moi. Si le lien armée-jeunesse est un véritable défi, de nombreuses questions se posent. Comment articuler l'investissement des armées dans les dispositifs jeunesse avec une mobilisation accrue des forces armées dans le contexte sécuritaire actuel? Comment ce lien est-il perçu par les jeunes, par les armées, par les citoyens? Quels acteurs pour contribuer à la diffusion de l'esprit de défense? Ce sont donc nos intervenants qui vont débattre ce soir de ces différents sujets. Je vous remercie de votre écoute. Je vais laisser la place plus longuement aux discours et aux discussions. Et Jean-Pierre, si vous permettez, je vous laisse la parole pour l'IRIS. Merci à tous.
Merci, beaucoup a déjà été dit sur le sujet et je suis ravi de vous voir si nombreux ce soir pour cette conférence parce que on sait que la période post-Covid, on est quand même passé beaucoup en visio et on est toujours un petit peu inquiet sur le nombre de personnes présentes à l'IRIS et je vois que vous êtes finalement très nombreux et c'est une très bonne chose. Beaucoup a été dit. Déjà, je remercie tout d'abord la première vice-présidente du NEO, Éliane Garabé, pour ses mots d'accueil et pour ce partenariat fructueux que nous avons effectivement avec la mutuelle UNEO depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Aujourd'hui, donc, le sujet porte sur le lien armée-jeunesse et sur le rôle des armées donc, dans la construction de la citoyenneté et de la cohésion nationale. Comme vous le savez, le service national a été supprimé en 1995 et la professionnalisation des armées s'est déroulée de 1997 à 2002. Ce service national était un instrument de ce lien armée-jeunesse, mais une armée est d'abord constituée pour faire face aux menaces pour défendre le pays et agir dans le cadre de la solidarité qui sont à la base des alliances, alliances militaires, donc avec l'Alliance Atlantique, ou construction politique avec l'Union européenne. Mais l'armée ne doit jamais être loin des citoyens, et notamment de sa jeunesse. Et je dirais réciproquement, les citoyens, et notamment les jeunes, ne doivent pas être loin de leur armée. À partir du moment où certaines personnes acceptent le risque de perdre leur vie pour leur pays, cela impose presque naturellement ce devoir de cohésion nationale pour que l'armée soit dans le peuple et que pour la population, et notamment la jeunesse, fasse corps avec son armée. Nous-mêmes, à l'IRIS, je pense que nous participons de la construction de ce lien armée-nation. Ça a été effectivement dit, avec ce diplôme qu'on a sur les questions de défense, sécurité et gestion de crise, et où on a une quarantaine d'étudiants chaque année depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Donc, ça veut dire quand même qu'on a, je dirais pas formé, parce que, enfin, si, on les forme quand même, mais ça veut dire qu'on a quand même 500 jeunes, plus de 500 jeunes maintenant, qui, depuis 10 ans, ont souhaité faire cette formation et qui donc étaient intéressés par ces questions-là. Donc, ça veut dire, évidemment, il faut voir exactement ce que dit le sondage. Il est sûr que nous, c'est un petit peu déformé parce qu'on a une vision finalement peut-être presque trop positive de ce lien armée-jeunesse par le biais de ce master. Mais c'est vrai que cette question, elle est véritablement très importante. Moi, je l'ai vécu notamment au moment de la suppression du service national, parce qu'à ce moment-là, je travaillais avec le président de la commission de la défense à l'Assemblée nationale et j'ai participé à un certain nombre de réunions, que ce soit au ministère de la Défense ou au ministère de l'Éducation nationale, où la question qu'on se posait, c'était comment est-ce qu'on fait après? Et puis, il y avait eu cette mission d'information du président de l'Assemblée nationale, M. Seguin, qui avait été un moment assez intéressant et assez fabuleux d'échange sur cette question notamment, pas seulement, mais sur cette question du lien armée-jeunesse. Bon, écoutez, moi, je ne vais pas aller plus loin parce que l'important, c'est quand même de donner la parole aux orateurs sur ce sujet. Et donc, je vais laisser la parole à Gaspard Schnitzler, qui est chercheur à l'IRIS, pour animer cette table ronde et puis présenter les différents orateurs. Merci Jean-Pierre. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir et puis bonsoir également aux personnes qui sont connectées. Vous êtes plus de 130 à être connectés en ligne. Donc on est ravis d'être avec vous ce soir pour cette table ronde donc sur le lien armée-jeunesse. Merci aux panélistes, aux intervenants d'être venus. Général Daniel Menawine, vous êtes général de corps d'armée, vous êtes directeur du service national et de la jeunesse.
au sein de la direction du service national et de la jeunesse du ministère des Armées. Merci à vous d'être là. Mathilde Herman, vous êtes directrice des relations institutionnelles à l'Agence d'innovation de défense du ministère des Armées, mais ce n'est pas à ce titre que vous êtes là ce soir, vous êtes également vice-présidente des jeunes IHEDN. Merci à vous également d'être là. Et enfin, Sébastien Jakubowski, donc vous êtes en ligne depuis Lille avec nous, vous êtes professeur des universités, sociologue à l'Université de Lille et directeur de l'INSPE de l'Académie de Lille. Merci à vous d'être là également. Je vais très brièvement, pas vraiment introduire le sujet parce que beaucoup a déjà été dit, peut-être faire un bref historique de quelques dates clés du lien armée-jeunesse avant de vous céder la parole. Alors, peut-être une première date importante à retenir, c'est 1961, c'est la date de création du service militaire adapté, le SMA, qui est un dispositif militaire d'insertion socio-professionnelle à destination des jeunes d'outre-mer. À la fin des années 90, comme Jean-Pierre Molny l'a déjà dit, on a la fin de la conscription qui sera remplacée par la journée d'appel et de préparation à la défense qui deviendra en 2011 la journée défense et citoyenneté. En 2015, on a la création d'un autre dispositif, c'est le service militaire volontaire, le SMA, qui est destiné aux jeunes de 18 à 25 ans pour les aider à intégrer ou réintégrer le marché du travail. Plus récemment, en 2019, on a eu la création du service national universel, on y reviendra sûrement, qui s'adresse cette fois-ci aux jeunes de 15 à 17 ans qui souhaitent réaliser une mission d'intérêt général, que ce soit au sein d'une association, d'une collectivité locale, d'institutions ou d'organismes publics. Et enfin, en 2021, on a eu le lancement du plan Ambition Armée-Jeunesse, destiné à favoriser le développement du lien armée-nation et du lien armée-jeunesse. Évidemment, cette liste est non exhaustive et il y a plein d'autres initiatives sur lesquelles on reviendra sûrement. Sans plus tarder, je vais vous poser la première question, mon général. Deux questions en une. La première, c'est quels sont les dispositifs mis en place par le ministère des Armées au profit de la jeunesse et du renforcement du lien armée-jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous préciser le fonctionnement de ces dispositifs? Et la seconde question est la suivante. À l'heure où nos forces armées sont très mobilisées, que ce soit sur le territoire national ou en opération extérieure, comment faire en sorte d'articuler au mieux leur mission première donc de protection du territoire et de protection de la population avec leur action en faveur de la jeunesse? Merci beaucoup. Merci à tous pour ces mots d'introduction. Bon, comme on a beaucoup d'étudiants devant nous, je voudrais juste apporter une petite précision. Le service national n'a pas été supprimé. Il est suspendu. Alors pourquoi je commence sur ce point-là? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a encore une manifestation du service national dans notre pays. Cette manifestation, c'est assez simplement la journée de défense et de citoyenneté. Et l'an dernier, en 2021, on a convoqué 900 000 jeunes avec le statut d'appelé. Donc, on a convoqué pour une journée 900 000 jeunes avec le statut d'appelé. Dans le cadre du service national, il y a 3 grandes étapes. Je fais un peu de pédagogie, mais comme ça, au moins, tout le monde est à peu près recalé. Il y a le recensement. Il y a la journée d'appel. Alors avant, il y avait les 3 jours. Après, il y a eu la GAPD. Après, maintenant, il y a la JDC. Donc, c'est une journée d'appel et de rencontre avec les armées. Et il y a l'appel sous les drapeaux. Et en fait, c'est l'appel sous les drapeaux pour tous les jeunes concitoyens qui est suspendu. C'est cette partie-là. Et il est limité, c'est ce que précise le Code du service national aujourd'hui, aux volontaires, aux engagés et aux réservistes. Voilà. Donc, quand on dit que le service militaire est suspendu, c'est l'appel sous les drapeaux qui est suspendu. Tout le reste a été maintenu. Alors pourquoi ce point, je rebondis sur ce point, c'est important parce qu'en fait, aujourd'hui, la JDC, c'est la clé de voûte de l'ensemble des dispositifs du ministère des Armées. Je vous disais, la JDC, c'est 900 000 jeunes qui ont été reçus l'an dernier. Et un point important, alors pour ceux qui ont fait la JDC ou ceux qui vont la faire, j'ai vu un petit jeune, à mon avis, qui va bientôt la faire, un point important, c'est qu'à l'issue de la JDC, on pose toujours aux jeunes la question suivante, est-ce que vous êtes intéressé par un contact ultérieur avec les armées? Alors, les jeunes n'y prennent pas attention, mais cette question-là et la réponse qu'ils vont y apporter, elle est cruciale pour le recrutement des armées. On a donc reçu, je vous le disais, 920 000 jeunes l'an dernier et 240 000
jeunes ont dit souhaiter un contact ultérieur avec les armées. 240 000 d'entre eux. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est la clé de voûte, ce point-là. Pourquoi ? Parce qu'on a mesuré, notamment avec la DRHAT, l'impact et le lien entre ces données de la JDC et le recrutement qu'il y a derrière. Pour faire simple, quand on a 1000 jeunes qui lèvent la main, on a 46 recrutements à A+2. Quand on prend 1000 jeunes qui n'ont pas levé la main, à A+2, on a 5 recrutements. Et si aujourd'hui, moi, j'interviens assez régulièrement devant les attachés de défense étrangers à Paris, c'est qu'ils ont bien compris, en fait, toute la mécanique qui se cache, en fait, derrière nos politiques de jeunesse. Et quand on parle de défense européenne, je pense que c'est un sujet qu'on évoque surtout souvent dans cette belle maison, il faut savoir qu'en Europe, nous avons une relation entre les armées et la jeunesse qui est vraiment très, très différente. Et souvent, vous savez, on fait du French bashing. Moi, je peux louer notre pays et nos armées et notre pays de s'être engagé dans cette voie, d'avoir maintenu cette clé de voûte. Au-delà de cette clé de voûte, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il y a des dispositifs qui sont avant la clé de voûte, c'est-à-dire des opportunités de rencontre entre les jeunes et les armées avant la JDC. Alors, c'est quoi ces opportunités de rencontre ? Il y en a qui sont partagées par toutes les armées, ce sont les classes de défense. On a 475 classes de défense et des classes de troisième. On en a 475, 10 000 jeunes qui sont en classe de défense aujourd'hui. On a les cordées de la réussite, ce sont des élèves officiers qui accompagnent des jeunes dans le cadre de leur scolarité. On a les cadets, et ça, ce sont des dispositifs qui sont communs aux 3 armées et à la gendarmerie nationale. Et on a aussi des dispositifs de temps en temps qui sont spécifiques d'armée. J'ai le général Sabéné devant moi, donc je ne peux pas ne pas citer les escadrilles Air Jeunesse, qui est un dispositif propre à l'armée de l'air, qui permet à des jeunes, il en parlera mieux que moi, pendant 3 ans, ils suivent un parcours au sein d'une base aérienne, assez simplement, et ils obtiennent leur brevet d'initiation aéronautique. Voilà. On a les mousses pour la marine. Voilà. Donc ça, c'est des opportunités de rencontre avant la clé de voûte. On a la clé de voûte, et après, on a des occasions de rencontre, après. Alors là, ça peut être des préparations militaires, on en fait 10 000 par an, ça peut être les formations initiales de réservistes, donc tout jeune réserviste, il a une formation initiale, et ensuite, il y a des dispositifs qui sont plus liés à l'engagement. Donc, vous avez cité en propos introductif le SMA, il y a le SMV, il y a l'engagement en soi, il y a aussi des jeunes qui s'engagent chez nous avec le statut de volontaire du service civique. On en a trop peu, c'est une marge de progression qu'on a devant nous. Mais on a aussi des jeunes, sachez-le, qui viennent chez nous dans le cadre de leurs études, pour l'apprentissage, pour des stages. Et donc, si nous avons reçu l'an dernier 900 000 jeunes, une cohorte habituelle, c'est de l'ordre de 800 000. Sachez que, bon an, mal an, l'ensemble des autres dispositifs permettent à 70 000 jeunes par an, c'est à peu près 10% d'une cohorte, de venir à notre contact. Voilà, ça, c'est l'ensemble des dispositifs du ministère des Armées. L'ambition actuellement... Alors, pourquoi nous sommes... Vous parliez du plan Ambition Armée Jeunesse. Très simplement, nous avons repris l'ensemble de nos dispositifs qui sont mis en œuvre par les armées. On a repris l'ensemble de nos dispositifs de façon à les cadencer. Vous savez que dans les armées, on aime bien marcher au pas. Donc, on a cadencé nos dispositifs par rapport au cadencement à terme du service national universel. Voilà. Et donc, le service national universel, je le rappelle parce que souvent, il y a une confusion. On a fait beaucoup de communication sur la phase 1 du service national universel, qui est la phase de cohésion. Mais tout le monde, beaucoup de gens, et c'est pour ça que je suis là aussi pour faire de la pédagogie, oublie qu'avant la phase 1, il y a la phase 0. La phase 0, elle est à l'école, elle est dimensionnante. Donc, il y a bien la phase 0, c'est donc avant la clé de voûte qui est la rencontre institutionnelle. Il y a la phase 1, les 12 jours dont tout le monde parle parce qu'ils sont en tenue, et puis c'est assez symbolique. Et là, le ministère des Armées intervient pendant une journée complète. Et d'ailleurs, tous ceux qui veulent venir à nos côtés, c'est pour ça que j'ai signé il y a peu de temps une convention avec les jeunes de l'IH, on offre aux jeunes de l'IH l'opportunité de venir animer ces journées avec nous. Donc, il y a cette phase 1. Ensuite, il y a la phase 2, les missions d'intérêt général. Et là, pour nous, vous les collez aux préparations militaires d'aujourd'hui. Et après, il y a la phase 3 de l'engagement. Le centre de gravité du SNU, ce n'est pas la phase où les jeunes sont ensemble pendant 12 jours. Ça, c'est le tremplin. Je le dis souvent, le centre de gravité du SNU, c'est l'engagement volontaire des jeunes en phase 3.
C'est ça le centre de gravité. Il ne faut pas s'y tromper. Ce n'est pas parce qu'on parle beaucoup d'une chose que ça constitue un centre de gravité pour autant. Le centre de gravité du SNU, c'est bien de promouvoir l'engagement volontaire des jeunes, que ce soit au service civique, que ce soit dans les armées, que ce soit comme bénévole, toutes les formes d'engagement, que ce soit comme jeune pompier, toutes les formes d'engagement. C'est ça le centre de gravité du SNU. Donc en fait, le ministère des Armées, c'est des dispositifs qui sont répartis en 4 phases, qui concernent systématiquement 800 000 jeunes par an. Et pour les 3 autres phases, avant la JDC aujourd'hui ou après la JDC, vous considérez qu'il y a à peu près 70 000 jeunes comme ça que l'on suit et qui viennent à notre contact. Donc voilà ce que je peux vous dire assez rapidement, j'espère que je n'ai pas été trop long, sur les dispositifs. Et s'agissant de la deuxième question sur la mobilisation de nos forces et les besoins de nos politiques de jeunesse, il ne faut pas croire qu'il y a un effet d'éviction. Tout ça est complémentaire. C'est-à-dire que plus nos forces sont mobilisées, plus on aura besoin de notre jeunesse. Et n'oublions pas, et je pense que c'est toujours important de l'avoir à l'esprit, un jeune d'aujourd'hui, ou un très jeune d'aujourd'hui, c'est un concitoyen de demain. Notre vrai sujet, c'est la compréhension par les concitoyens de demain des engagements. C'est ça le sujet. Si on n'apprend pas les choses jeunes, c'est très compliqué, vous le savez aussi bien que moi, de les apprendre plus tard. Donc pour moi, il n'y a pas un effet d'éviction. Il y a un effet en fait de boule de neige. Plus on s'engagera auprès de notre jeunesse, plus on aura des chances de faire face aux menaces à venir. Voilà. Parce que pour moi, les menaces à venir, et j'en terminerai par là, se caractérisent toutes, je le dis depuis 4 ans, toutes par un point commun. Elles supposeront un sursaut national. Toutes les menaces. Et je dirais qu'il y a 4 ans, je disais qu'il y avait 5 grandes menaces qui étaient devant nous. Tout ce qui est menace ou risque, tout ce qui est lié au dérèglement climatique, tout ce qui est lié à une catastrophe industrielle majeure, tout ce qui est lié à une cyberattaque majeure, tout ce qui est lié à des menaces sécuritaires majeures. Et il y a 4 ans, je parlais d'un sujet qui faisait sourire tout le monde. Et comme je revenais du Mali, j'y étais sensible. Moi, je parlais des pandémies. Voilà. Maintenant, les gens sourient beaucoup moins. Mais ces catastrophes-là, ces risques-là, supposent systématiquement de la masse pour les traiter. Voilà. Et je suis intimement convaincu que les forces spécialisées dans tous les domaines aujourd'hui ne suffiront jamais à faire face à ce type de menaces. Donc, il ne faut pas imaginer qu'il y a un effet d'éviction, il y a un effet de complémentarité. Merci, mon général. Et vous n'avez pas été trop long parce que j'ai oublié de lancer le chronomètre, donc je ne sais pas. J'ai surveillé, mais je vais sortir. Je me tourne tout de suite vers vous, Mathilde Armand. Donc, le général a parlé des jeunes IHEDN. Alors, est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous présenter le rôle de l'association Les Jeunes IHEDN, nous expliquer ce que viennent chercher les jeunes qui s'engagent dans cette association, qu'est-ce que ça reflète de l'intérêt de la jeunesse pour les questions de défense? Et une question peut-être un peu plus compliquée, comment est-ce que vous pensez au sein de l'association pouvoir élargir, diversifier le public de l'association pour toucher davantage de jeunes et pas seulement un public de jeunes étudiants ou de diplômés? Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de nous avoir conviés et d'avoir convié les jeunes IHEDN pour cet échange autour de la jeunesse. Tous les mots-clés, ils sont pour nous. On parle d'armée, on parle de jeunesse, on parle de cohésion nationale, donc on se sent forcément concerné. On a parlé de plusieurs éléments qui me donnent, je pense, une transition toute trouvée, la nécessité d'un sursaut national, d'avoir une bonne compréhension des grands enjeux de la défense. C'est exactement la vocation des jeunes IHEDN. C'est diffuser l'esprit de défense, permettre à la jeunesse de se saisir de ces enjeux de défense, les faire porter par la jeunesse pour la jeunesse. Donc, les jeunes IHEDN, c'est une association qui est née de la communauté IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale, qui a eu la riche idée, il y a une trentaine d'années, de créer des cycles de formation d'une semaine consacrés aux jeunes de 18 à 35 ans et qui leur permettent de bénéficier d'interventions de grands orateurs du monde de la défense et qui leur expliquent un peu les grands enjeux. De ces séminaires, de ces cycles jeunes est née une association d'anciens qui s'est appelée ANAGE IHEDN à une époque. C'est les jeunes IHEDN. Nous, on a fait le choix de l'élargir il y a quelques années.
simplement saisi par l'ampleur de l'intérêt que les jeunes portaient au monde de la défense, qui dépassait finalement ce public d'anciens auditeurs. Et donc, notre vocation, c'est justement de faire réfléchir la jeunesse, de vulgariser les enjeux liés à la défense et de les rendre accessibles à tous. Concrètement, ça passe par l'organisation de conférences, d'ateliers, de visites, on va produire des rapports de réflexion et surtout être très attaché aussi à un déploiement qui puisse toucher à peu près tout le monde. Ça veut dire encore un barycentre un peu porté sur la région parisienne, mais aussi un gros ancrage territorial avec des délégations dans chaque région de France métropolitaine et en Corse. On travaille sur l'outre-mer, on n'est pas encore complètement au point, mais on y travaille. Et aussi actuellement 17 délégations en Europe et dans le monde qui portent aussi ce sujet-là et qui animent la communauté des jeunes. Nous, notre vocation, ça va vraiment être de rendre ce sujet accessible. Pour vous donner quelques chiffres, on a 14 comités qui vont réfléchir à des sujets qui vont être la base industrielle et technologique de défense, la culture comme objet d'influence, des comités qui vont porter sur l'Asie ou l'Afrique, ou encore la cyber. Donc, c'est très diversifié. Et puis, on a essayé de s'adapter aussi et de créer des outils qui vont permettre d'aller toucher cette jeunesse en s'adaptant à notre public, tout simplement. On a un podcast depuis peu et surtout, on a une équipe qui s'appelle La Prod, donc une équipe de production vidéo et voilà, qui s'est adaptée à son public et qui produit du contenu qui va permettre de rendre les sujets accessibles. Je vais être très concrète. L'année dernière, en 2020 même, on a une équipe qui est partie en immersion avec la Légion étrangère. La Légion nous les a accueillis, notre équipe, pendant 3 jours. Et si vous allez sur YouTube aujourd'hui, ce reportage qui est en 2 volets, il accumule 264 000 vues. Donc 264 000 vues de personnes qui sont allées regarder ce reportage. On a une vidéo de témoignage d'un commando marine qui raconte une expérience d'opération. Ça cumule 163 000 vues. Une interview avec le chef d'état-major des armées, 50 000 vues. Donc, ça montre bien que le sujet militaire, il intéresse très largement. Il y a une forme, je dirais, de fascination. Ça peut être intimidant, mais c'est un sujet qui intéresse la jeunesse. Maintenant, il faut trouver les bons vecteurs aussi pour amener la jeunesse vers les armées, parce qu'elles peuvent être aussi très intimidantes. C'est ce grand corps très bien structuré, très bien organisé. Ça peut être intimidant, donc il faut trouver les moyens pour créer le lien. Je le disais tout à l'heure, on fait beaucoup de visites, notamment grâce à nos délégations en région, qui vont dans les régiments, sur les bases aériennes, dans les régiments de la gendarmerie. On est toujours très bien accueillis par les forces qui sont ravis de nous ouvrir leurs portes. Et nos jeunes adorent aller sur place et voir concrètement que sont les armées. Qu'est-ce que ça veut dire, les armées? Qu'est-ce qu'ils font? Et est-ce que finalement le soldat est un humain normal? La réponse est oui. Et donc, c'est bien qu'ils puissent le voir. Pour parler un petit peu de nos jeunes, qui sont-ils? Alors, jeunes, on peut être jeune toute sa vie, déjà, je le tiens à préciser. Chez nous, c'est surtout entre 18 et 35 ans. Je sais. Il y en a certains qui rasent un peu les murs en ce moment, je ne vous cache pas, mais ils sont toujours jeunes. Ils sont beaucoup étudiants. Actuellement, j'ai vérifié avant de venir, 2800 membres cotisants. Ils sont à 75% étudiants et 25% jeunes professionnels. Donc, ils sont dans leur première ou deuxième expérience professionnelle. Ils sont 130 environ à être ce qu'on appelle, nous, des cadres engagés. J'en vois dans la salle, ça me fait très plaisir de les voir. Qu'est-ce que c'est un cadre engagé chez nous? C'est un jeune qui a fait le choix de prendre une responsabilité. Je suis vice-présidente, par exemple. Nous avons des responsables de comité, des responsables de délégation, des responsables de la prod. Ce sont des gens qui ont décidé de prendre responsabilité au sein de l'association et de travailler au quotidien. J'insiste sur ce point parce que ce sont des bénévoles. On se fait parfois tout un cliché d'une jeunesse désengagée, désintéressée. Moi, ce n'est pas ce que je constate au quotidien. Mes jeunes, ils travaillent très dur tous les jours. Ils prennent sur leur pause déjeuner, leur soirée, leur week-end pour structurer des actions et s'adresser au reste de la jeunesse et se mobiliser autour des sujets de défense. Donc ça, je trouve aussi que c'est très important de le souligner. Ils sont souvent multi-engagés. Alors, ça veut dire quoi? C'est qu'ils sont engagés chez Jeunes IHEDN, ils sont réservistes, on en a qui sont sauveteurs Croix-Rouge, on en a qui sont militaires de carrière, j'en vois dans la salle aussi. On a certains qui sont, à côté de ça,
engagés dans la réserve sanitaire. On en a eu beaucoup au moment notamment de la crise Covid. Donc, l'engagement, ça a une vraie signification pour eux et c'est quelque chose qu'on constate de façon très forte. Chez les étudiants, on a aussi souvent des gens qui aspirent à rejoindre le ministère des Armées, soit en tant que civil de la Défense, soit en tant que militaire. Donc, cette question de l'engagement, ça a une vraie signification, ce n'est pas galvaudé. Donc, c'est important d'avoir ça. Qu'est-ce que viennent chercher nos jeunes? C'est une des questions que vous nous posiez. Il y a plusieurs choses. Alors, c'est une quête de sens, très clairement. Ce sujet de société qu'est la défense. Ils ont envie de le comprendre. Et puis, quand ils commencent à le comprendre, ils ont envie de le faire comprendre à d'autres. Donc, c'est ça qu'ils viennent chercher dans notre association. Ils viennent aussi chercher le dynamisme de l'effet de groupe, l'idée de venir se positionner, de travailler pour quelque chose qui les dépasse. C'est aussi ça qu'ils viennent chercher. Et puis de l'expérience, ni plus ni moins. Ils apprennent plein de choses. La vie associative, pour ceux d'entre vous qui peut-être recrutaient des jeunes en ce moment, la vie associative, c'est une très bonne expérience professionnelle. Apprendre à faire beaucoup de choses avec très peu de ressources, de manière générale, quelles qu'elles soient. Donc, c'est un bon axe de formation. Puis, vous l'avez évoqué, on parle de jeunesse. J'ai évoqué 2800 membres. On a quand même un sujet qu'on a bien identifié, qui est une diversité qui est encore parcellaire. Alors, on a une diversité homme-femme dont on est très fiers, voilà. Au comité directeur, parmi les postes à responsabilité, dans nos 134, on a quelque chose d'assez équilibré qui s'est fait naturellement, qui n'est pas du tout le fruit d'une politique proactive, mais par contre, ça dit quelque chose de notre génération, où finalement, c'est quelque chose de très équilibré et qui se passe très bien. Par contre, effectivement, en termes de profil, on va pas se mentir, on est encore très Master 2, sciences politiques, relations internationales, très IRIS-Sup, finalement. Donc, on essaye encore de diversifier. Il y a plusieurs voies de diversification. Déjà, on essaie de chercher des profils aussi plus techniques, des ingénieurs notamment, ça nous intéresse. Ils commencent à venir nous rejoindre, mais surtout, on n'a pas besoin d'être diplômé pour venir chez les jeunes IHEDN. En fait, c'est pas ça qui nous intéresse le plus, ou pour en tout cas, au-delà de notre association, pour s'intéresser au sujet de défense. La défense, c'est un sujet de société, c'est un sujet qui nous concerne tous, c'est un sujet de résilience. Vous avez parlé de sursaut national général, je vous rejoins, et je pense que chez Jeunes IHEDN, on vous rejoint pleinement sur ce sujet-là. Et donc, c'est pas du tout une question de diplôme. Et on cherche vraiment les voies et moyens pour faire cette diversification. Alors, comment? On est très heureux, effectivement, de s'être engagé pour pouvoir mobiliser des jeunes qui vont aller au SNU et qui vont aller animer des journées au SNU, donc parler aussi et montrer une diversité de profils et donc peut-être attirer d'autres profils vers ces sujets de défense. On a créé des initiatives comme par exemple ce qu'on appelle les mini-délégués. On a un peu une expérimentation en cours grâce à notre délégation au Maroc qui, au lycée français de Rabat, a créé un principe de mini-délégués. Donc des lycéens qui s'engagent pour animer des réflexions autour du sujet de défense. Donc quand on les prend un petit peu plus jeunes, ils ont peut-être aussi envie, peu importe ce qu'ils vont faire après le lycée, de s'engager autour de ces sujets-là. Donc, ce sont des voies de diversification sur lesquelles on travaille très dur. Et puis, je finirai, pour ne pas être trop long, en disant que oui, il faut travailler sur ce lien armée-jeunesse, mais attention, les armées, c'est la jeunesse déjà. Donc, en fait, il ne faut pas en faire une séparation, les armées d'un côté, la jeunesse de l'autre. Les armées sont faites de la jeunesse, et notre jeunesse est faite de nos militaires, et on est très heureux, nous, de le voir à l'association. Donc, je pense que on en a parlé, les crises sont multiples. La jeunesse actuelle, elle est touchée par ces crises multiples. Elles sont environnementales, elles sont sanitaires, elles sont militaires, elles sont politiques, elles sont sociétales. Elle n'est pas passive, cette jeunesse, vis-à-vis des crises. Elle a envie de prendre les choses en main, elle a envie de se mobiliser. Donc, je pense que les armées ont un rôle à jouer sans la dévier de ses missions. Et nous, on est vraiment très motivés pour travailler ensemble avec les armées et essayer de faire rayonner cet esprit de défense. Voilà. 7 secondes, parfait. C'est parfait. Merci beaucoup. Vous allez être inondé de candidatures là, pour votre association. Je vais tout de suite donner la parole à Sébastien Jakubowski. Vous vouliez nous parler du SNU, nous donner votre avis sur ce dispositif. Est-ce que, selon vous, on peut considérer que le SNU est une forme opérante de construction justement d'un lien entre les armées et la jeunesse? Ce serait ma première question. Et ma seconde question est la suivante. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consistent les journées de formation destinées aux enseignants qui ont été mises en place pour sensibiliser la jeunesse aux questions de défense? Voilà, je crois que savoir que vous êtes particulièrement concerné. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter également ce dispositif? Merci.
Oui, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, je vois vos têtes qui disent oui. Écoutez, tout d'abord, je voudrais vraiment remercier l'IRIS et UNEO pour cette invitation à participer à cette conférence. Et je vous prie de bien vouloir excuser le mode d'intervention qui est le mien, hein, en visio. Je suis désolé de ne pas pouvoir être parmi vous en présentiel à Paris. Effectivement, je souhaitais vous parler du service national universel au miroir de la jeunesse, eu égard à la question qui est posée dans le cadre de cette table ronde. D'abord, vous donner tout de go ma grande hypothèse, c'est que le SNU, c'est pour moi une nouvelle politique publique hybridée. Et finalement, le but de mon propos, c'est de vous expliquer pourquoi les armées ont sans doute aujourd'hui besoin de ces nouvelles formes de politique publique hybridée pour mieux s'articuler aux enjeux de la jeunesse. Donc effectivement, au travers du SNU, on peut interroger le rapport à la jeunesse et notamment d'identifier s'il y a opportunité à ce que ce SNU puisse être érigé en normes collectives et sociales et comme un rite de passage qui pourrait devenir obligatoire pour la jeunesse. Et vous l'avez compris, je positionnerai mon propos comme un propos de l'universitaire que je suis. Bon, très rapidement, mais le général l'a indiqué tout à l'heure, le SNU, c'est évidemment une mesure du programme du président de la République, lancé en 2019 à titre expérimental dans 13 départements et auprès de 2000 jeunes volontaires. Et bien sûr, la feuille de route est qu'il soit généralisé au cours des années à venir. Et le but, c'est que l'ensemble d'une classe d'âge, des garçons et des filles de cette classe d'âge, puisse l'effectuer à partir de 2024 sur l'ensemble du territoire français. Du moins, c'était là l'objectif alloué avant la crise sanitaire à ce dispositif, qui vise bien à se détacher du service militaire. Ça a été dit par M. Gaspard Schnitzer tout à l'heure et par le président de séance, même si, bien sûr, ce SNU en reprend certains symboles et certaines pratiques. Il vise surtout à faire France par les objectifs de mixité sociale et par les objectifs de formation au service de l'intérêt général au sens large du terme. Mais c'est aussi un dispositif qui n'est pas neutre et qui, comme je disais en préambule, réinterroge les politiques publiques et les modes de socialisation qui sont développés par l'État. Donc le SNU, c'est un objet riche de réflexion sur le plan sociologique et j'aimerais appuyer mon propos ce soir sur les données qui ont été rendues publiques par l'INJEP, qui est l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, qui est en charge de l'évaluation du SNU, et aussi sur certains éléments de communication des pouvoirs publics, comme des associations de jeunesse. Au travers de cela, il s'agit bien sûr de problématiser les logiques nouvelles de construction de ces politiques publiques, en particulier dans le champ de la sécurité-défense, et d'étudier le rapport moral de ce nouveau dispositif présenté comme un dispositif de socialisation de la jeunesse, d'une manière ou d'une autre en tout cas. Et donc à ce titre, le SNU est bien une politique publique nouvelle, assez inédite, avec un portage interministériel qui contribue à hybrider les actions publiques de plusieurs ministères en lien avec d'autres acteurs publics et surtout des partenaires associatifs, et avec une ambition qui est politiquement portée au plus haut point, dans l'objectif d'incarner un projet de société visant à développer auprès de la jeunesse la transmission des valeurs sociales qui sont bien connues dans les institutions publiques et en particulier au sein des armées, avec toutefois un dispositif qui a été, comme d'autres, fracturé par la crise sanitaire et par des évolutions institutionnelles sur le portage de cette politique publique. Et le général connaît mieux que quiconque ici ces évolutions institutionnelles qui a vu cette politique publique migrer du ministère des Armées vers celui de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 30 000 jeunes, il était prévu que 30 000 jeunes suivent le SNU en 2021 et selon l'INJEP dans ses derniers rapports et publications, ils auraient été 14 500 à le suivre l'an dernier. Alors, parler du SNU, c'est surtout dans un premier temps peut-être finalement dire ce que le SNU n'est pas. Bien sûr, les questions du traditionnel lien armée-nation, c'est l'objet de cette conférence, ou du lien défense-nation, qui, ça a été dit aussi, est à reconsidérer depuis la professionnalisation des armées. Je ne refais pas l'article. Il s'agit d'une question vraiment très classique en sociologie militaire. Mais ce lien entre armée et nation, on peut le dire aussi, ça n'a pas encore été dit.
a été marquée par d'autres crises à vocation plus sociale, la crise des Gilets jaunes, le questionnement autour des forces de sécurité et du maintien de l'ordre, de façon concomitante aussi aux actions terroristes qui exposent ces forces de sécurité et de l'ordre à d'autres formes de crise sociale. Et donc, la question que l'on peut poser avec le SNU, c'est s'agit-il de remettre la jeunesse en ordre de marche, ça a été dit d'une autre façon tout à l'heure, ou simplement de la remettre à l'ordre, finalement. Et comme le souligne Bénédicte Chéron en 2021, l'enjeu est plus large, en fait. Il s'agit bien celui de la cohésion sociale au travers d'un enjeu politique, mais qui, in fine, contribue encore à éloigner les armées de cet objectif. Et donc, selon cette conception, on pourrait voir le SNU, on pourrait dire qu'il dévoile des représentations très éclatées entre l'ensemble des acteurs impliqués, et que, de facto, il fait état ou il rend compte de tiraillements idéologiques assez forts autour de ce projet hybride entre l'ensemble des acteurs qui s'y trouvent embarqués, puisque ceux-ci ont des cultures très différentes, armée, éducation nationale, association de l'éducation populaire, etc., etc., et que l'enjeu réside bien dans le fait de les faire collaborer ensemble autour, et les rapports de l'INJEP le montrent bien, de la figure du chef de centre qui donne une tonalité et une orientation choisie à cette collaboration. Et donc, ce que je peux dire dans ce premier temps, c'est que les sociologues du militaire, finalement, ils s'efforcent de comprendre le SNU en négatif du service militaire. Mais ce que je voulais vous proposer, c'est finalement de changer de logiciel pour analyser le SNU, non pas par ce qu'il n'est pas, mais plutôt par ce qu'il est, c'est-à-dire cette nouvelle forme de politique publique hybridée. Et cela vise aussi à mieux légitimer l'approche globale par la responsabilité sociale, non pas d'une institution en particulier, mais d'une politique publique en particulier, à laquelle plusieurs institutions participent. Alors, du coup, dans un deuxième temps, le SNU pose la question suivante, finalement, comment construire une logique de transversalité au service et au bénéfice, ici, bien entendu, de la jeunesse. D'abord, mais ça a été dit aussi en introduction, le SNU a été complètement parasité dans sa réflexion politique par le service national et par tout ce que chacun a pu projeter d'un point de vue social, politique et médiatique sur le service national. Ensuite, je l'ai dit, et ces rapports sont évidemment étudiés de près, évalués en tant que politique publique. Et enfin, il s'agit de voir cette politique publique comme étant une politique publique qui, de facto, éloigne les institutions ou certaines d'entre elles du cœur de leur métier, ou du moins qui questionne le cœur de leur métier, et en particulier les armées le sont au travers de leur positionnement sur la professionnalisation des armées et de la complexification de l'exercice de leur cœur de métier. Alors, pour aller vite sur ce point, dire que finalement, ce processus d'hybridation appliqué au SNU, il prend la forme d'une recherche d'une meilleure interopérabilité entre un ensemble d'acteurs qui sont amenés à transformer plus largement ce champ de l'action publique. Alors, du coup, troisième point, pour rester dans les temps, le SNU propose-t-il une forme d'hybridation de moralité pour la jeunesse? En fait, avec le SNU, me semble-t-il, il s'agit d'analyser le processus de construction du citoyen et le continuum de construction de ce processus. Et je pense que c'est la question centrale que vous nous invitez à nous poser ce soir. D'abord, il convient de dire, et en cela je réponds à votre deuxième question de tout à l'heure, force est de dire que ce continuum de formation du citoyen n'existe pas vraiment et qu'il repose quasi exclusivement sur la seule école, au travers de l'enseignement, école avec un grand E, je reprends mes fonctions de directeur de l'INSP, au travers de l'enseignement moral et civique. Alors cet enseignement, il débute véritablement au collège et il croise les valeurs communes de la nation avec celles de la défense nationale. Alors celui-ci, cet enseignement, il vit une prolongation très réduite et très étroite. Le général a rappelé au moment de la journée défense et citoyenneté qui ne se déroule que sur une seule journée. Et donc au final, le continuum, il s'arrête là, sans brassage ni véritable mixité. Et c'est justement ce qui semble aujourd'hui gêner en particulier les pouvoirs publics, puisque au-delà de l'instruction civique et morale, il n'y a pas fondamentalement de discours commun permettant ou non une réunion des jeunes autour des valeurs partagées et transmises. Et donc, à ce titre, le SNU, dans
sa phase expérimentale ne semble pas complètement correspondre à cet enjeu, dans la mesure où, comme le montre le chercheur de l'INJEP, il attire en premier lieu des jeunes connectés d'une manière ou d'une autre à des institutions publiques. Ainsi, à 63%, les jeunes volontaires déclaraient vouloir s'engager dans le monde de la défense et de la sécurité et ainsi répondre pleinement finalement à l'enjeu de la phase 4 dont parlait le général tout à l'heure. Et il semble que l'engagement soit pour eux le plus important. Et ce qu'ils ont le plus apprécié dans le SNU, du coup, sont les activités sportives et les activités de cohésion. La rencontre avec de nouvelles personnes, la mixité, la découverte d'un nouveau territoire font partie de leur centre d'intérêt ayant motivé leur candidature, mais plutôt en rang second. Donc la question que l'on peut se poser, c'est est-il souhaitable dans notre société contemporaine d'envisager encore des formes de socialisation d'État ? Et on voit bien ici que nous sommes au fondement d'un débat politique, au croisement des idéologies et des visions du monde, qui s'articule au débat sur la cohésion, l'identité nationale, etc. Et que dans le cadre du SNU, si j'y reviens, les séjours de cohésion ont justement pour mission de tenter de réunir ou de réussir cet amalgame de la jeunesse pour mieux produire du commun. Mais on voit aussi poindre, les résultats de l'INJEP le montrent, une forme de hiatus entre le sens du SNU d'un côté et ce que les jeunes semblent venir y rechercher, malgré ces objectifs et ces formes d'investissement. Donc, dernier point, au-delà du SNU, comment les armées peuvent-elles finalement mieux contribuer à la construction de la citoyenneté et de la cohésion nationale? Alors, ce que je voulais, en tout cas la position que je voulais défendre, c'est que résolument les armées, à mon sens, ne le peuvent pas seules. Et je pense qu'elles en ont déjà tiré parti en acceptant aujourd'hui de penser une action hybridée avec d'autres institutions publiques et en particulier avec l'éducation nationale. L'un des constats opérés qui hybride l'engagement de la jeunesse dans les questions de défense et dans les armées, c'est qu'il y a un déficit de connaissance des armées, de leur fonctionnement et de leurs enjeux par la jeunesse. Pour y remédier, il convient donc d'appréhender le problème de façon intégrée et de façon longitudinale. Et c'est très exactement le sens d'une expérimentation que nous lançons conjointement entre le ministère des Armées et le réseau des INSP, Instituts nationaux supérieurs du professorat et d'éducation, dans l'objectif de mieux former les élèves aux questions de défense. Et pour cela est acté aussi le fait, c'est le point central du problème, que les enseignants doivent aussi être mieux formés et au fait des dernières connaissances sur les questions militaires et sur la prise en compte pédagogique des crises et des enjeux de défense. Il convient donc que les enseignants soient eux-mêmes mieux formés à ces questions et que des formations d'enseignants soient mieux installées à l'échelle nationale et puis locale pour y parvenir. Et par conséquent, alors à la faveur, entre guillemets, bien sûr, de la guerre en Ukraine, sera, en termes de lancement du processus, organisé en juin prochain une première journée de formation de formateurs en INSPE, conjointement entre le réseau et le ministère des Armées. Mais vous comprenez bien aussi que réarticuler le lien entre armée et jeunesse au travers d'un tel dispositif nous renvoie à un objectif qui va nécessairement prendre du temps et qui nous invite ou nous impose d'envisager les choses sur le long cours comme étant une façon nouvelle, une nouvelle manière de sensibiliser la jeunesse aux questions militaires et à la prise en compte des crises militaires dans l'enseignement et dans la vie quotidienne des Français, et en particulier des plus jeunes d'entre eux. Pour terminer, en guise de conclusion, et je serai dans les 15 minutes, vous dire que le SNU est résolument un objet de politique publique qui porte l'ADN des institutions de sécurité-défense. Il apparaît bien comme une nouvelle forme de politique publique hybridée. Et dans ce cadre, pour autant, les problèmes apparaissent nombreux, la coordination, la formation, la rémunération, la culture professionnelle, finalement, font travailler l'ensemble de ces enjeux et de ces valeurs. La finalité recherchée, elle est connue, c'est celle de proposer un continuum de socialisation de la jeunesse aux valeurs de la République et à l'identité française, avec des tenants qui sont à la fois passéistes, par certains côtés, et traditionnels, mais en même temps très modernes d'un autre côté, par la volonté d'organiser l'injonction avec le monde professionnel ou le monde associatif. Bien sûr, il n'est pas sans nous interroger, et je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore complètement en clair avec les enjeux politiques et ce qu'ils comportent, ces enjeux, pour construire notre communauté et faire France avec la jeunesse. Donc le SNU, bien sûr, il ne se résume pas aux armées, loin s'en faut, mais c'est bien au travers du SNU, du lien armée-jeunesse et du rôle des armées dans la construction de la citoyenneté et de la cohésion nationale que nous touchons du doigt sociologique, si vous me permettez cette expression. Et si les armées ne sont pas
les principales concernées. Pour autant, elles ne peuvent conduire cette action seules et sont bien sûr, dans ce cadre, dans l'obligation de s'associer à d'autres institutions et acteurs pour mieux atteindre leurs objectifs. Voilà, je vous remercie. Je suis bien sûr à disposition pour les interactions de la table ronde. Merci beaucoup, Sébastien Jakubowski, pour ces éléments de réflexion, cette analyse qui donne de la matière pour le débat et l'échange avec la salle qui va suivre. Et pour ceux qui voudraient une autre forme d'engagement, je vois le petit slogan sur l'écran. Voilà, vous pouvez sinon devenir enseignant, c'est une belle forme d'engagement également. Trêve de plaisanterie, je vais céder la parole à la salle. Il nous reste une quarantaine de minutes pour l'échange avec l'auditoire et puis également les personnes qui sont connectées en ligne. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Peut-être présentez-vous avant en quelques mots. Et on va prendre, pour ceux qui le souhaitent, ceux qui veulent rester anonymes, vous pouvez aussi, évidemment. Et puis, on va essayer de prendre plusieurs questions à la fois. Le plus dur, c'est de se lancer. Sinon, je prends une question qui est en ligne. Il y en a déjà quelques-unes. Oui, je vous en prie. Bonjour, enfin bonsoir, je suis Christophe Bayen, donc le pendant de Madame Garabé. Je suis vice-président de la CARAC, une mutuelle qui initialement était pour les anciens combattants. Donc je suis également un ancien militaire, j'ai été instructeur à l'IHEDN pour les jeunes, donc voilà. Moi, je trouve que, et ça rejoint un petit peu ce qu'a dit le professeur, excusez-moi si j'écorche votre nom, Jakubowski, parce que je ne le vois pas très, très bien là. Je pense que derrière la question qui est posée, c'est l'histoire de la mixité sociale qui est en jeu. Et là, on fait beaucoup de choses, c'est vrai, hein, mais comme a dit le général Ménawine, une classe, c'est 850 000 jeunes. Et il y en a, grosso modo, 30 000, 40 000, 50 000. Donc, il en manque beaucoup à l'appel pour que cette cohésion sociale puisse réellement exister. Voilà. Donc, je pense que le travail, en fait, c'est sur la mixité et qu'il y a effectivement, il doit y avoir une comment dirais-je, je pense, une sorte de synergie. Et pas que des armées, mais effectivement l'enseignement, armée-nation, pour retrouver cette mixité qui manque, qui était présente au service militaire, mais qu'avec les hommes. Cette mixité, pour moi, elle doit avoir lieu aussi hommes et femmes. Voilà, merci. Merci beaucoup. S'il y a une autre question, on va peut-être en prendre plusieurs à la fois. Merci. Je m'appelle Pierre Usan, je suis officier de réserve de l'armée de l'air et j'ai participé il y a quelques années en tant qu'encadrant au JAPD. Et j'ai regretté que la JAPD soit essentiellement une présentation dans un endroit clos où on présentait aux jeunes un certain nombre d'idées, de connaissances. Pour certains, on n'aboutissait pas à vraiment les intéresser. Et ce qui aurait été, si cela était possible, ce qui aurait été intéressant, en revanche, c'était de les mettre vraiment en contact avec les unités sur une base aérienne, dans un régiment, sur une unité de la flotte, quelque chose qui fasse que le contact soit vraiment avec notre armée. Et malgré tous nos efforts, avec mes collègues réservistes et mes collègues d'actifs, puisqu'on était en binôme, on n'arrivait pas à ce résultat. Si je peux me permettre très rapidement, une seule fois, dans une JAPD que j'ai organisée, il y a eu, par hasard, un marsouin, un fusilier marin, qui était là en attente d'affectation et qui revenait du Yougoslavie. Le hasard fait que je n'avais pas mon binôme et je lui ai demandé s'il pouvait
se présenter puisque c'était prévu dans le programme. Et là, les jeunes ont vu un vrai combattant qui revenait de Yougoslavie. Et je peux vous dire que l'intérêt n'était pas le même. Ils ont tous accroché, on a eu énormément de questions et ça confirmait l'impression que j'avais. Merci. On prend peut-être une troisième question. Oui, bonsoir. François-Régis Legaillet. Donc, je suis officier dans l'armée de terre et responsable de la politique jeunesse pour l'armée de terre. Ma question est très simple. Est-ce que la généralisation du service national universel à l'ensemble d'une classe d'âge est réaliste d'une part? Je pense notamment à sa phase 1 et 2 qui a vocation à être obligatoire. La phase 1 étant, comme vous l'avez dit, pilotée par l'éducation nationale et puis la phase 2 par les institutions, associations, etc. Donc, est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on en a vraiment les moyens? Et 2, est-ce que c'est pertinent? Parce qu'on sait bien qu'en France, dès que ça devient obligatoire, tout de suite, ça perd beaucoup de son attrait. Voilà. Merci beaucoup. On prendra après les autres questions. On va peut-être répondre d'abord à ce premier lot de questions et puis on fera un second tour. Et... En général, vous voulez commencer? Il y en a que pour moi, donc. Je suis désolé, même si vous avez des idées. Alors, je vais commencer. On commence toujours souvent par la fin quand on a plein de questions comme ça. Donc, je vais répondre au colonel Légrier. Voilà. Oui, vous avez raison. Le sujet, ce n'est pas l'obligation. Vous avez tout à fait raison. Le sujet, ce n'est pas l'obligation. Le sujet, c'est de rendre le SNU incontournable. Je vais vous raconter une anecdote. Une fois à la rencontre des jeunes, j'allais à la rencontre des jeunes dans le quartier sud de Lille. Et j'ai vu des jeunes qui sont arrivés en voiture et ils étaient un peu embêtés d'être un peu en retard. Non, c'est pas grave, venez. Ils arrivent et donc j'étais là pour le rapport sur le SNU. Et je discute un peu avec eux et après ils me disent, je dis bon, parce que je discute un peu avec eux et je dis vous avez fait votre JDC? Ils me disent non, on l'a pas encore fait. Je dis non, jusque-là tout allait bien. Je savais quand même qu'il y avait un lien entre le permis et la JDC. Je dis, donc, je continue la discussion. Je dis, et en termes de permis, comment ça s'est passé? Là, bon, j'étais en civil. Ah, monsieur, nous, vous savez, le permis, pas de problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir le code. Donc, en fait, ils venaient me voir, ils savaient qui j'étais. Je voyais des jeunes à la rencontre. Et c'est des jeunes, en fait, pour qui le permis, il me semble qu'il est obligatoire, si vous voulez. On ne leur avait pas expliqué que c'était incontournable. On n'avait pas expliqué que s'ils avaient un accident, qu'ils en avaient pour toute leur vie. D'accord ? Et donc, si vous voulez, je pense que le vrai sujet, c'est de le rendre incontournable. Et c'est-à-dire que le vrai sujet du SNU, je vous ai dit que son centre de gravité, c'était l'engagement. Le vrai sujet du SNU, notamment pour beaucoup de jeunes, c'est de reconnaître les compétences acquises quand on s'engage. On est dans un pays, on est dans un pays où malheureusement, pas de diplôme, point de salut. Alors qu'on a de nombreux jeunes qui ont de nombreuses compétences qui n'ont pas réussi à valoriser. Vous êtes dans un pays où il existe énormément de dispositifs pour valoriser l'engagement des jeunes. Vous avez des crédits ECTS en université. Et quand je croise, moi, un élève d'une école ingénieure à Marseille qui m'explique qu'il s'est engagé, et donc il donnait des cours de maths dans les quartiers nord de Marseille tous les mercredis après-midi, et qu'au 1er janvier, donc lui, il avait commencé son engagement en crédit ECTS au mois d'octobre, d'accord, et qu'au 1er janvier, les professeurs avaient décidé de changer tous les emplois du temps et qu'ils leur avaient mis des cours tous les mercredis après-midi, je me dis qu'en termes de reconnaissance de l'engagement de ces jeunes, on a un travail ici. Donc, vous avez tout à fait raison, le sujet, ce n'est pas l'obligation. Vous avez tout à fait raison. En France, quand on parle d'obligation, vous avez déjà des gens tout de suite qui vont s'opposer. Le vrai sujet, c'est le caractère incontournable du dispositif pour tous ces jeunes. Moi, je suis en charge aussi donc, du service militaire volontaire. J'ai au service militaire volontaire des jeunes polytechniciens qui viennent faire leur service chez moi, au service militaire volontaire. Je l'ai écrit dans mon rapport. Moi, je rêve qu'on modifie la scolarité de tous les élèves des grandes écoles pour leur dire 1 mois de formation dans les armées, 5 mois d'encadrement du SNU. Tout ce que je vous dis, il n'y a rien de secret. C'est marqué dans le rapport.
On a des jeunes, quand on me parle d'encadrement, on a des jeunes en STAPS. Est-ce que parmi vous, il y a des jeunes en STAPS? Non. Voilà. Bon, les jeunes qui sont en STAPS, vous savez, en licence pour être prof de sport, ils passent leur 3e année à chercher des stages pour encadrer des jeunes. Ils sont 18 000. Donc, vous voyez quand même que quand on me parle de difficultés et tout, quand vous faites un vrai projet de société et que vous confrontez toutes ces réalités-là, vous êtes un peu surpris. Donc, vous avez tout à fait raison. Le vrai sujet, ce n'est pas de le construire en obligatoire. Le vrai sujet, c'est de l'imaginer en incontournable pour le parcours d'un jeune. Voilà. Et puis, je suis désolé, vous voulez rentrer dans une grande école de la fonction publique, ben, si vous n'avez pas fait votre SNU, voilà, vous ne rentrez pas dans cette grande école. D'accord? Voilà. À un moment donné, il faut dire les choses. Donc, il y en a pour certains pour qui, psychologiquement, ça deviendra incontournable. Voilà. Donc, ça, c'était pour répondre à votre question. Sur la généralisation, quand j'ai rendu mon rapport en 2018, j'avais effectivement chiffré, je suis un peu financier, j'ai ce travers-là, j'avais financé ce sujet à 2 milliards d'euros par an. Au bout de 8 ans, j'ai peur qu'on se fasse on perd la table. Merci. Voilà. Merci, Jess. Merci, Jess, engagée chez les jeunes IHEDN, donc paré pour toute situation. Merci. Chef de secrétariat quand j'étais en rapport SNU. Voilà. Je disais donc, j'avais dit 2,5 milliards et tout le monde est tombé dessus. Mon général, vous imaginez pas 2,5 milliards ce que ça va coûter en 2018. Quand je vois ce qu'ont coûté certaines dépenses quelques années plus tard pour faire face à un autre sujet, je me dis que le SNU, 2,5 milliards par an, moi je vais vous dire ce que j'en pense. Ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Un jeune qui décroche entre 20 et 27 ans, il coûte de l'ordre de 75 000 à 100 000 euros à notre pays. En JDC, on détecte à peu près 40 000 à 50 000 décrocheurs par an. Et vous faites 40 000 fois 100 000 et vous regardez à la fin des fins le coût de cette affaire-là. C'est ça la réalité. Donc, il ne faut pas l'imaginer comme un coût. Voilà. Et moi, j'ai surtout travaillé le SNU dans un sujet de résilience. Et je veux le souvenir d'un jeune Belge. Un jeune Belge, l'été dernier, vous savez, quand il y a eu les inondations. Je l'ai vu à la radio, je l'ai vu à la télé, pardon, qui disait on a dû s'improviser secouriste. Ouais. On a dû s'improviser secouriste. Moi, quand j'ai construit le SNU, c'était aussi une façon d'organiser l'improvisation. Voilà. Parce que ce que m'ont dit les spécialistes, c'est que si un jour vous avez une catastrophe de grande ampleur, vous n'aurez pas le temps de vous organiser et de vous préparer à. C'est quand même la force des armées. Il y a beaucoup de militaires ou d'anciens militaires ici. C'est d'avoir acquis un fond de sac qui leur permet en tout temps, en tout lieu, de s'organiser et de planifier l'improvisation. C'était aussi un sujet du SNU. Si on a une catastrophe, je ne veux pas que notre pays ait une catastrophe, si vous voulez. Force est de constater qu'il y a quand même des sujets arrivent. Fukushima, 100 000 hommes déployés pendant 4 mois pour la moitié de la zone de danger sous le vent. C'est ça la réalité. On fait comment là? On fait comment? Alors, on peut me dire ce qu'on m'a déjà répondu. Rassurez-vous, mon général, Fukushima, dans notre pays, ça ne peut pas se passer. Non, mais on m'a dit ça. Non, mais voilà. Donc, la généralisation du SNU, vous avez raison, mon colonel, ça a un coût. Et pour moi, ce coût, c'est un investissement d'avenir. Voilà. Et puis, quand je vois, entre nous soit dit, entre ce que j'avais prédit en 2018 et certains coûts qu'on a eus depuis, ça remet tout en perspective. Voilà. Donc, voilà pour ça. Donc, les missions d'intérêt général, vous m'avez demandé, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est réaliste? Le nombre de missions d'intérêt général pour 800 000. Moi, ce que nous avions imaginé, Jess s'en souvient peut-être, c'est que dans chaque commune de France, on ait des jeunes du service civique qui soient les tours de contrôle de l'engagement individuel des jeunes. Parce qu'on imaginait, moi j'imagine, parce que je l'ai vécu, c'est que dans toutes les communes,
vous avez un réseau d'associations qui ponctuellement a besoin un jour dans l'année d'un renfort de jeunes. Ils n'en ont pas besoin tout le temps. D'accord? Et les anciens combattants, et l'Ordre de Malte, et la Croix-Rouge, ou le club de sport du village, hein, qui fait son semi-marathon, qui a besoin de jalonneurs. On connaît, ça c'est la vie dans les territoires. Hein. Eh ben, 20 jeunes par commune. 20 jeunes par commune. Vous faites déjà 32 000 fois 20. Vous avez déjà 640 000 jeunes que vous pouvez mettre en ordre de bataille, ou de marche, comme vous voulez, pour aller aider dans le quotidien de nos communes, de notre monde associatif. Des idées, des chiffres comme ça, je peux vous en servir jusqu'à plus soif. Donc, moi, j'ai aucun sujet avec ça. J'ai aucun sujet avec ça. Et quand on a construit le SNU, en fait, on a été confronté à un double sujet. Le sujet de l'obligation que vous évoquiez, mais aussi pas dans sa phase obligatoire. On a été confronté, en fait, à cette contradiction des jeunes qui étaient déjà engagés. Vous savez, pompiers volontaires, service civique et tout ça. C'est quand même une masse importante aujourd'hui. Hein. C'est 200 000 jeunes en service civique qui doivent être engagés cette année. Hein, c'est une masse importante. Qu'est-ce qu'ils m'ont tous dit, ces jeunes? Tous. Ceux qui sont là engagés vous diront la même chose. Qu'est-ce qu'ils m'ont tous dit? Hein, l'engagement, c'est super. Il faudrait que tout le monde le fasse. Il ne faut pas que ce soit obligatoire. Mais oui, c'est ce qu'ils vous disent, tous. Les pompiers volontaires, ils vous diront ça. Vous allez voir les jeunes en service civique, ils vous diront ça. Eh bien, comment vous faites pour trouver un moyen, hein, pour que cet engagement qui est super pour eux, hein, il faut qu'à un moment donné, vous savez, c'est comme les enfants. Quand on a tous élevé nos enfants, ceux qui les élèveront plus tard, hein, vous leur dites, la soupe, elle n'est pas bonne, tu goûtes. Après, tu diras que ce n'est pas bon. La mission d'intérêt général, c'est ça. Tu vas à la rencontre du monde associatif. Tu vas les découvrir, les associations de ton bassin de vie. Et si ça ne te plaît pas, au bout de 10 jours d'aide, c'était mon idée, 10 jours d'aide, si ça ne te plaît pas, eh ben, tu ne t'engages pas, mais au moins tu auras rencontré le monde associatif. Et le monde associatif français a aussi cette difficulté de faire venir des jeunes. Donc il faut faire rencontrer ces deux mobiles. C'est l'idée de la mission d'intérêt général. Donc pour moi, ce n'est pas un sujet, c'est qu'un problème d'organisation. La rencontre avec le monde associatif est pas évidente. Mais je ne veux pas monopoliser non plus la soirée sur cet unique sujet. Sur la JAPT, je réponds rapidement à votre question. Hein, je pourrais adresser votre message à tous mes correspondants d'armée pour qu'on soit systématiquement reçus, hein, dans des régiments, des bases aériennes et tout ça. C'est mon vœu, je n'y arrive pas, je le comprends. Hein. On a 300 sites de JDC aujourd'hui, on en a 200, hein, sur les sites militaires. Alors pourquoi je n'y arrive pas? Parce qu'il y a des endroits où des sites militaires, il n'y en a plus. Ouais, déjà, j'ai cette difficulté. En plus, j'ai une contrainte sur la JDC qui est un peu matérielle, c'est que je reçois les jeunes et quand c'est une JDC d'une journée, il faut les nourrir. Voilà. Et je vous rejoins. Hein, moi, j'aimerais multiplier les rencontres, mais la JDC, c'est quand même un effort important des armées et de la gendarmerie nationale. C'est quand même 36 000 journées d'activité. D'accord ? Donc, il faut qu'on trouve le bon centre, si vous voulez. Je ne peux pas faire faire à un jeune qui est en Normandie 400 km pour trouver un régiment ou une base aérienne. Vous me direz, il y a Évreux, c'est encore moins loin. Hein, mais c'est un peu compliqué, parce que si tous les jeunes de Normandie, je les envoie à Évreux, le commandant de base à Évreux, il va me regarder avec des yeux méchants. Voilà. Donc, il faut qu'on trouve un juste milieu. Voilà. Et j'avais une autre question sur le sujet de la mixité sociale sur le SNU. Hein. Je pense qu'il y a effectivement l'idée de permettre des rencontres, parce que c'est tous... j'ai honte. Non, j'ai pas honte, je suis très fier. Moi, j'ai encadré des jeunes appelés. J'en suis très fier. Hein. J'ai encadré des jeunes appelés. Et effectivement, quand vous parlez avec certains qui ont fait leur service, qu'est-ce qu'ils retiennent de tout ça? La rencontre improbable avec un camarade de chambre. Voilà. Et moi, ça m'a quand même beaucoup surpris d'être allé dans des lieux
vous savez, des lieux où je voyais des jeunes dans différents moments de la journée. Et à la fin, je me disais, toi, tu as vu ces jeunes, mais eux, parce que j'allais dans des endroits différents, ils se croisent, ils ne se rencontrent jamais. C'est ça aussi le sujet. Il y a beaucoup de jeunes qui ne se rencontrent plus. Et moi, on ne va pas me faire croire que c'est sur les réseaux sociaux qu'on se rencontre. Voilà. J'espère que j'ai répondu à presque toutes les questions. Très bien. Oui, peut-être sur la question de l'engagement, moi je vous rejoins aussi. Je pense qu'on n'oblige pas à se sentir engagé. Ça ne fonctionne pas. Nous, on le voit. Alors déjà, les gens viennent volontairement, je vous rassure. Mais ceux qui produisent le plus, c'est ceux qui ont maturé leur réflexion. Ils ont réfléchi pourquoi je viens. Est-ce que je suis prêt vraiment à donner du temps, de l'énergie? Est-ce que je suis prêt à prendre sur mon confort pour pouvoir produire des choses? Donc effectivement, on n'oblige pas les gens à se sentir engagés. Il faut rendre la chose incontournable. Je voulais aussi rebondir sur la question de la reconnaissance de l'engagement, qui, je pense, aussi est un enjeu qui est vraiment très, très important. Moi, je prends notre cas personnel d'association. C'est un casse-tête pour comprendre administrativement ce qu'on doit faire pour que notre association soit reconnue, pour faire décompter nos heures. On peut gagner, alors un jeune qui est engagé, il peut avoir un pécule au CPF de formation sur la base des heures qu'il a passées à s'engager. Bon, moi, je vous donne mon cas personnel puisque c'est celui que je connais. Ça fait 6 ans que je suis chez les jeunes IHEDN. Depuis que je suis vice-présidente, c'est un engagement d'environ 20-24 heures par semaine. Aujourd'hui, je ne sais pas comment on doit faire. J'ai testé, nous, ça ne marche pas. Alors, si nous, on ne peut pas faire reconnaître l'engagement quand on essaie de faire parler de défense, c'est quand même dommage. Du coup, qu'est-ce qui est éligible? Alors, on est en train de chercher, mais on n'a pas encore compris comment ça fonctionnait. Donc voilà, ce sont des exemples. Je pense qu'on y arrivera et le fait que ça existe, c'est déjà une bonne chose, mais il y a encore une complexité. Donc, la reconnaissance de l'engagement des jeunes, je pense, est très importante et la reconnaissance de la compétence acquise dans le cadre de son engagement. Ça, c'est vraiment essentiel. Et là, par contre, c'est aussi un rôle, certes, qu'on peut faire reconnaître en termes de certification, ce genre de choses. Mais je l'ai dit tout à l'heure, j'insiste vraiment, peut-être pour les gens qui sont en ligne aussi, vis-à-vis des recruteurs, reconnaître l'engagement associatif, c'est aussi mettre le pied à l'étrier à des jeunes. Et l'engagement associatif, il peut être très diversifié. Là, nous, on parle de jeunes qui vont organiser des conférences, des visites, qui animent des réseaux, c'est une chose, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, vous avez fait la comptabilité de votre club de badminton, vous avez été engagé, vous avez fait des choses et vous avez acquis des compétences. Donc, je pense vraiment que cet enjeu associatif, là, pour le coup, il touche tout le monde et tout le monde peut avoir un rôle dans la reconnaissance de l'engagement de la jeunesse. Ça passe par plein de choses. Donc, ça me semble être un point très important. Et une dernière chose aussi sur le lien avec le monde associatif, où je vous rejoins complètement général. Et on parle aujourd'hui de jeunesse, mais cette rencontre, elle doit aussi être intergénérationnelle parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être très complémentaires. Il y a des relais aussi à prendre et de la valorisation croisée à faire. On a récemment rencontré avec notre présidente le Souvenir français, par exemple. Moi, je suis engagée depuis longtemps pour les sujets de défense. Et j'ai avoué avoir découvert le Souvenir français il y a seulement quelques mois. Et pourtant, c'est un réseau énorme et qui est très complémentaire avec le nôtre. Par exemple, le président du Souvenir français nous expliquait qu'ils avaient un énorme réseau dans les zones rurales et très peu en zone, plutôt dans les zones urbaines. Et nous, notre réseau, il est plutôt dans les zones urbaines. Je vous laisse imaginer qu'on a identifié assez vite des pistes d'échange. Voilà, donc il y a vraiment une logique de maillage territorial et aussi intergénérationnel, à mon sens. Merci beaucoup. Sébastien Jakubowski, vous voulez peut-être rebondir soit sur la mixité sociale ou sur justement le caractère obligatoire ou non? Oui, merci. Bon, écoutez, rapidement, peut-être sur l'enjeu de la mixité sociale, je pense que c'est la question centrale. En fait, ce que je voulais dire, c'est que, c'était surtout rappeler que d'un point de vue sociologique, je rappelle que le principe d'association entre mixité sociale et service militaire relève davantage du mythe républicain. Au milieu des années 90, 50% des jeunes hommes échappaient au service militaire. Alors bien sûr, au niveau micro, il s'opère toutes les formes de rencontres que le général et d'autres personnes dans la salle ont parfaitement décrites. Mais si on regarde les choses au niveau macro, on s'aperçoit qu'au milieu des années 90, juste avant la suspension du service militaire, ce service était déjà profondément inégalitaire. Et donc, au-delà de la question de la mixité sociale, ce ne sont pas seulement les armées, mais même plus largement d'autres institutions, et l'école prend sa part, qui sont directement confrontées à la question de la réduction des inégalités. Et quand on veut articuler armée, jeunesse, défense et citoyenneté, le risque, et on le voit au travers du SNU, au travers des seuls chiffres que j'ai cités tout à l'heure,
c'est un risque non pas de conduire à plus de mixité, mais au contraire de conduire à davantage encore de reproduction sociale au travers de ces outils si on n'y prend pas garde. Et donc effectivement, ça pose la question de la généralisation possible, pertinente, réaliste et souhaitable du SNU. Bien sûr, sur le principe, à condition que les objectifs politiques soient bien et mieux compris et partagés, c'est souhaitable. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est réaliste? Le général a rappelé les chiffres. Là, après, ça relève les coûts, en tout cas, d'investissement que représenterait une généralisation. Là, après, ça relève de choix politiques, mais néanmoins alerter sur le fait que même s'il devait y avoir une généralisation, elle ne serait jamais complète et jamais intégrée, et que de facto, subsisteraient toujours des questions relatives à celles qui ont été soulevées, c'est-à-dire la mixité et les inégalités. Juste un point complémentaire, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Hein. Quand je vois le nombre de jeunes en JDC qui arrivent, qui en fait ne vont plus à l'école depuis pas mal de temps, ben ces jeunes-là, ou leurs parents, on leur a pas dit que c'est incontournable. Quoi. Et j'en vois. C'est un bon exemple, puisque l'école est obligatoire et pour autant, elle est profondément inégalitaire. Ouais. Merci beaucoup. On va prendre un deuxième tour de questions. Il y avait une question là-bas, monsieur. Et ensuite, on répondra aux nombreuses questions en ligne, mais c'est difficile parce qu'il faut faire le tri. Donc, on va déjà privilégier les personnes dans la salle et après... Oui, bonjour. Antoine Cancellieri, représentant du CIDJ et membre de la commission Armée Jeunesse. Je me permets de vous poser 3 questions. Une très factuelle à M. Jakubowski. Est-ce que le module auquel vous avez fait allusion est un module qui sera obligatoire? Parce que je prends un exemple en parallèle, la sensibilisation des enseignants en formation concernant l'inclusion, l'école inclusive et l'accueil des élèves en situation de handicap est optionnel, hormis pour les professeurs spécialisés. Est-ce qu'il en sera de même pour le module auquel vous avez fait allusion? Deuxième question, je pense que le terme incontournable est tout à fait juste, mais je souhaiterais peut-être que nos honorables intervenants puissent nous éclairer sur la notion d'universalité, parce que c'est le terme clé qui caractérise ce service national, en sachant, je souhaiterais le rappeler, que dans le discours du président candidat Macron 1, le fameux SNU était au départ tout à fait uniquement militaire, et même s'il s'intitulait déjà Service national universel, il reposait quand même sur une sélection du type CIGICOP pour que les jeunes puissent y être éligibles. Donc ça, c'est une évolution que le rapport que le général a mené a infléchi et a permis de l'orienter plus vers l'interministérialité et que la structure régalienne pilote soit l'éducation nationale. Enfin, la phase 3, je pense que c'est très important pour avoir travaillé avec Béatrice Verlaguerre et Antoine de la Garandrie dans le cadre des travaux de la commission récemment sur la mise en œuvre du SNU et du rôle sociétal des armées que les armées peuvent développer dans ce cadre juridique. Il faudrait rappeler que il y a une vigilance, quand même un point de vigilance, c'est que le service civique n'absorbe pas complètement le SNU ou vice-versa. Il y a aussi cette montée en puissance de l'agence du service civique, où là, les contingents sont nettement en effectif beaucoup plus importants que ceux qui ont déjà participé dans la phase laboratoire de la mise en œuvre du SNU. Enfin, je pense que une référence est importante, c'est le programme Un jeune, une solution, qui, concernant la phase 3, peut être un levier tout à fait intéressant, puisque le rapport Charrière de la députée Charrière sur la prévention et la lutte contre la précarité des jeunes, en particulier des jeunes qui sont dans les quartiers dits politiques de la ville, mérite toute notre attention, et le général l'a bien rappelé, et vous-même à l'instant. Je pense que l'obligation de formation qui a été ensuite fixée par un décret, c'est-à-dire l'obligation de formation, c'est l'obligation de proposer à un jeune
une formation, mais pas de retourner à l'école, ça peut être le cas, mais aussi de, par exemple, rentrer dans une mission de service civique, de rentrer dans une activité associative, enfin pour qui est en fin de compte une forme d'action et qui participe de la cohésion sociale. Le lien avec la phase 3 et les armées ont un rôle à jouer à ce niveau-là, en particulier en valorisant la condition militaire et surtout les problèmes de recrutement des militaires du rang, les contrats courts, qui mériteraient quand même d'être revalorisés et promotionnés d'une manière plus efficace au vu de ce qui se passe actuellement, où la défense opérationnelle du territoire, c'est un terme ancien, mais bon, on peut l'utiliser, revient à l'ordre du jour avec les risques en Centre-Europe. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, je suis enseignante et je travaille à l'étranger depuis 2008. Je suis très proche de la défense aussi. Alors, moi, je voulais juste quand même faire un peu de pub à notre dispositif. Ce n'est pas le nôtre, mais à savoir que la JDC, ça se fait aussi à l'étranger, dans les lycées français. Alors, je n'ai pas bien compris encore ce qui se passait avec mes collègues, mais en tout cas, avec moi, c'est quasi systématique. Quand je suis dans un pays, il y a une JDC. Donc, je pense que rappeler aussi Alors, pourquoi ? Parce que j'ai des liens, j'essaie de prendre attache avec les attachés de défense. Donc, c'est quand même une histoire humaine avant tout, pour les plus jeunes de la salle. On parle beaucoup de dispositifs, de finances générales. Oui, je sais que c'est très important. Mais je pense quand même que cette histoire-là, ça reste quand même une affaire humaine. Et mes élèves m'écoutent quand je leur demande de venir à cette JDC, parce qu'ils vont juste découvrir quelque chose de passionnant, des gens passionnants. Et les attachés de défense jouent le jeu à chaque fois. Et donc voilà, donc c'est vraiment avant tout une aventure humaine, vraiment, je pense. Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Quentin Malraison, j'ai 28 ans et je suis un ingénieur télécom spécialisé en cybersécurité et en cyberdéfense. Et je suis aujourd'hui dans le privé, donc je suis en voie de promotion et je commence en tant que directeur sécurité chez Orange à partir de lundi. Et je suis arrivé ici un peu par hasard, merci. Et il faut savoir que voilà, moi, j'ai jamais eu vraiment le contact avec la défense dans tout mon cursus scolaire, que ce soit même dans mon entreprise, qui est pourtant très liée à la société. Et voilà, j'ai dû me renseigner de moi-même pour trouver les moyens de donner vie à mon engagement. Et aujourd'hui, à part peut-être les notions de réserviste qui sont assez visibles au niveau de la cyber, comment aujourd'hui un jeune qui est déjà dans le privé et qui est déjà dans la vie active, qui ne pourrait pas non plus donner tout son temps peut-être à la défense, à l'exception des cas de réserviste, comment pourrais-je m'engager pour mettre mes capacités techniques au service de toutes et toutes? C'était ma question aujourd'hui. Merci. On va s'arrêter là pour les questions. Qui se lance? Je vais commencer par la dernière question. Vous pouvez vous engager chez Jeunes IHEDN. On a un très beau comité cyber. On est très preneur d'avoir des jeunes qui ne sont pas forcément des experts du monde de la défense, mais qui ont envie, d'en savoir plus, mais aussi d'apporter un autre regard. C'est important aussi. Parce qu'on n'a pas besoin d'être un expert professionnel de la défense pour parler de défense ou pour contribuer à une réflexion sur la défense. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est très simple. C'est juste venir à des réunions très sympathiques qui, dans 90% du temps, se déroulent dans des bars. Donc, n'hésitez pas à venir. On est très cohésion. On a parlé de cohésion nationale, c'est dans le titre. On est très, très sur la cohésion. Donc, c'est rencontrer d'autres jeunes et on découvre plein de parcours d'engagement en parlant avec d'autres jeunes, parce que finalement, on a parlé d'un jeune, une solution, mais on pourrait parler d'un jeune, un engagement. Il y a plein de façons de s'engager. Il y a plein de parcours. Il y en a qui commencent par travailler pour la défense, ou d'autres qui commencent par être réservistes, d'autres qui commencent par être dans une vie associative. Et en fait, on découvre aussi par les autres jeunes. Donc, il y a aussi d'autres associations très bien sur le sujet. Voilà, on n'est pas sectaire. Mais en tout cas, parler avec d'autres jeunes, c'est un bon moyen d'identifier un vecteur d'engagement. Voilà. Merci beaucoup. Sébastien Jakubowski, vous voulez peut-être répondre sur le module dédié aux enseignants? Oui, tout à fait, exactement. En fait, il faut bien dissocier ce qui relève de la formation des futurs enseignants de ce qui relève de la formation des enseignants déjà titulaires dans le cadre de la formation continue.
Et donc, mon propos s'articulait avec la formation continue d'enseignants, formateurs, de formateurs en INSPE. Pour ce qui relève de la formation des futurs enseignants, il y a effectivement des modules obligatoires, un module laïcité, valeurs de la République, un module école inclusive qui a été cité. Il y a une sensibilisation aux enjeux, aux questions très larges de valeurs de la République, incluant les enjeux de défense. Mais en tout cas, à ce stade, il n'est aucunement question de rendre un module obligatoire à formation ou à la sensibilisation aux enjeux de défense, que ce soit formalisé comme tel dans la formation des futurs professeurs ou en formation continue d'enseignants. On peut en penser ce qu'on veut, le regretter, mais aujourd'hui, en tout cas, à ma connaissance, c'est comme ça. Et pour répondre à la question de tout à l'heure sur de monsieur qui était ingénieur chez Orange, c'est pour moi toute la question qui a été soulevée tout à l'heure de manière un peu rapide autour de l'articulation entre l'indifférence et l'envie. Ça a été dit peut-être par monsieur Schlieser tout à l'heure, mais en tout cas, les armées, en tant qu'institution, bénéficient d'une image extrêmement positive au sein de la société, et en particulier auprès des jeunes. Mais pour moi, c'est un rapport qui est non pas nécessairement un rapport positif, c'est plutôt un rapport de ce que j'appelle d'indifférence positive. C'est-à-dire que fondamentalement, ce n'est pas parce qu'ils ont un rapport positif à l'institution militaire qu'ils sont prêts à traverser ou d'avoir envie de s'engager. C'est plutôt au contraire un rapport d'indifférence qui traduit une confiance envers l'institution, mais pas nécessairement un intérêt manifeste pour l'engagement. Et donc c'est vrai qu'il y a un enjeu fort sur le plan stratégique pour les armées de transformer cette indifférence positive en envie de s'engager. C'est un autre enjeu. Juste assez rapidement, pour le professeur qui vient d'un lycée donc de français à l'étranger, effectivement, on a un modus opératoire un peu différent par rapport à nos jeunes concitoyens qui sont à l'étranger. Hein, c'est-à-dire que soit le consulat s'organise, parce que c'est de la responsabilité du ministère des Affaires étrangères, le consulat s'organise pour organiser la JDC, et à partir du moment où il organise la JDC, toutes ces informations reviennent sur un CSN, un centre du service national de la jeunesse, hein, qui est en métropole, qui est à Perpignan. Donc toutes les données reviennent à Perpignan. Ça, c'est un premier point. Et il y a un deuxième point, c'est que de façon à mieux atteindre les Français de l'étranger, nos jeunes concitoyens qui ne seraient pas dans des lycées ou dans des structures ou qui sont un peu isolés, hein, j'ai demandé à mes équipes et on y travaille, j'espère aboutir en fin d'année, hein, sur une IJDC pour eux, et aussi, on n'y voyait pas du tout, pour nos jeunes concitoyens qui en métropole, pour des sujets d'handicap et tout ça, ne peuvent pas rejoindre la JDC. Voilà. Donc on est en train de travailler dessus, sachant qu'il faut aussi le dire à tous nos jeunes concitoyens qui sont à l'étranger, à partir du moment où ils sont recensés dans leur consulat, s'ils téléphonent à n'importe quel CSN en métropole, ils sont prioritaires, hein, pour n'importe où. C'est un numéro unique. Hein. Ils sont prioritaires pour venir faire leur JDC en métropole. Voilà. Donc, en métropole ou outre-mer. Et voilà comment c'est organisé. Donc, ça, c'était pour votre question. J'espère y avoir répondu. Sur le sujet de l'universalité, bien évidemment, c'est le sujet du SNU, c'est de pouvoir accepter tous les jeunes. Hein, tous les jeunes, sans critères de CIGICOP et tout ça. Hein, tout le monde vient. Hein, et pour ceux qui auraient la curiosité de lire, avoir lu le rapport que j'avais produit en 2018, hein, dans ma réflexion, je l'ai écrit, hein, j'avais aussi imaginé l'ouvrir à des jeunes qui sont scolarisés en France et qui ne sont pas de nationalité française. Hein, parce que j'ai toujours estimé que dans un esprit de résilience, si un jour vous tombez dans la rue, vous n'allez pas demander le passeport de celui qui vous relève. Voilà. C'est aussi simple que ça. Hein, et je pense que si un jour on a besoin des jeunes, on ne va pas commencer à dire bon, toi, tu peux venir et toi, tu ne peux pas venir. Hein, ça nous rappellerait peut-être des temps anciens que d'aucuns ne veulent plus connaître. Voilà. Voilà. Donc, ça aussi, c'est aussi quelque chose à avoir à l'esprit. Et s'agissant de l'engagement des jeunes,
moi, comme je suis mal placé pour en parler, hein. On dit quand même les jeunes, et ce que j'observe et que vous observez, c'est que les jeunes sont prêts à descendre dans la rue pour aider. En fait, ils ne sont pas, en revanche, très allants, vous savez, pour des engagements de longue durée, contraignants. Voilà. Cet environnement du monde associatif, où dès que vous voulez créer une association, hein, il faut passer par la préfecture, l'assemblée générale, le secrétariat, et toute cette administration dont on a le secret, ils ne sont pas très allants. En revanche, vous demandez à des jeunes de venir aider, ils viendront. Voilà. Donc, c'est aussi ça le sujet un peu du SNU, c'est d'être assez souple pour répondre à leurs attentes, hein, et donc de se sentir utile. Moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui nous disent ouais, ils veulent se sentir utiles. Mais pour ça, c'est ce que je disais, c'est un sujet de la phase de cohésion. Je suis désolé, pour se sentir utile, et pour être utile, il faut avoir été formé avant. Il faut avoir un minimum de bagages. Sinon, on descend dans la rue et on ne se sent pas utile. Je vous rejoins, je pense qu'il faut de la modularité dans l'engagement, parce qu'effectivement, on ne sait pas de quoi demain sera fait, donc on ne sait pas forcément si on veut s'engager dans la durée. Mais l'engagement associatif, c'est un peu addictif. Moi, j'avais dit ça il y a 6 ans. Je vais juste venir faire 2 conférences. Maintenant, je suis vice-présidente. Ça fait 6 ans, donc voilà. On ne choisit pas toujours. C'est l'association qui nous choisit. Sur les difficultés administratives, on peut dire que c'est une bonne initiation à ce qui nous attend dans le monde des adultes. Donc finalement, c'est peut-être pas si mal. On va s'arrêter ici. Merci à nos 3 intervenants. Merci à toutes et à tous. Merci à UNEO d'avoir permis de la tenue de cet événement et on espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous.